Chi n'ha venido per l'Occitânio? Chi non questiu? Donc, ça y passe, va rispondere, ma simplement aveva prestato un chicom d'uno, bon, che speri che entrerà in lo gioco orari, normalmente, perché la causa sta talmente ricca, talmente inedita, d'un travail de terrain d'un pays 20 ans. Donc, buona giornata a tutti e a tutti, buon dia, buenos dias, shalom, salam alaikum, e tal che cominci tutte le intervenzioni pubbliche e nessuno ha una causa che avevo pas pensato fino a d'essere d'un pays l'anno 2000 a gairebé 100 intervenzioni pubbliche in Paesi d'Oc e all'estrangiero. Donc, c'est une cause che io, qui m'a cambiato totalement la vie. Je commence cette intervention en citant Didier Jourdan, qui est directeur de la Business School de Montpellier, du Monde, là, il n'y a pas très longtemps, du 9-11. L'usage excessif de l'anglais aboutit à un appauvrissement de la pensée. Alors, évidemment, tout un coup, ça c'est intéressant. Ce qui est valable pour le français, en quoi ne serait-il pas valable pour l'occitan par rapport à l'usage excessif du français? Voilà. Revenons à l'écosystème, puisqu'on travaille dans cette optique. La disparition, vous savez très bien que la disparition ou l'élimination d'un seul chaînon interrompt une circulation, des interférences et un système d'échange qui tend à fragiliser l'ensemble du système et à appauvrir, bien sûr, la pensée et évidemment l'incapacité de rebondir. Une nouvelle conception de l'histoire se développe à partir notamment des travaux de Sanji Subramanian, qui est un des plus grands historiens hindous actuellement, et en France relayé par quelqu'un que vous connaissez, Patrick Boucheron. C'est l'histoire, au-delà de l'histoire de ce qu'on appelle le roman national français et hexagonal qui enferme, on recommande une histoire des connexions, une histoire des flux économiques et culturels et des migrations qui va bien sûr à l'encontre d'un système qui appauvrit la pensée. Lors de la leçon inaugurale au Collège de France en décembre 2015, Patrick Boucheron, considéré par Finkielkraut comme un des fossoyeurs du grand héritage français, plaide en faveur d'une histoire comme un art des discontinuités. Alors, à niveau occitan, à quoi nous intéresse force? L'histoire doit faire droit au futur non advenu, à ses potentialités inabouties. Et ce qui veut dire que nous sommes actuellement acquis dans l'entretemps des expériences possibles, une talbère. L'obsession des 2 heures TGV vers Paris est révélatrice d'une pensée provinciale appauvrissante. C'est une pensée en étoile d'araignée, une telle aragne que nous en connaissons, parce que où sont les transversales? Où sont les obliques? Où sont les diagonales? Où est la sinuosité et les transnationales nécessaires au plein exercice de la pensée? L'actualité catalane renvoie à un malaise plus général, à une question planétaire qui n'est pas prête de cesser, celui notamment de la légalité et de la légitimité. Je cite à ce propos Stéphane Hessel, qui a influé sur les indignés au sud des Pyrénées. Je considère la légitimité des valeurs plus importante que la légalité d'un État. Nous avons le devoir de mettre en cause, en tant que citoyens, la légalité d'un gouvernement. Nous devons être respectueux de la démocratie, mais quand quelque chose nous apparaît non légitime, même si c'est légal, il nous appartient de protester, de nous indigner et de désobéir. Les légitimités historiques que nous nous donnons, linguistiques et culturelles, doivent trouver leur place dans le monde actuel et, avec l'expérience du terrain, commencent à trouver leur place. Exemple historique majeur. Les bouleversements qu'ont connu les pays d'Oc, croisade contre Toulouse et les Albigeois suivie d'une inquisition et d'une seconde croisade qu'on oublie toujours et qui est la logique de la première, contre la Catalogne en 1285, trop oubliée. L'extermination des Vaudois au XVIe siècle et les guerres de religion sur 2 siècles nous donnent une légitimité pour comprendre les extrémismes religieux contemporains et maîtriser les mécanismes de domination, de sujétion et de dépossession en cours. Toujours en rapport avec l'actualité catalane ou corse ou kanak ou kurde ou amérindienne et toutes les autres à venir et présentes, la question de l'autonomie, nécessaire à tout être humain et à tout groupement humain. Synonyme en France d'indépendance, elle occulte le fait majeur de l'interdépendance dans les relations humaines, politiques et culturelles. Or, en France, autonome est un mot tabou. Rappelons l'histoire de l'Algérie française au tout début du XXe siècle, quand les Algériens demandaient l'autonomie. Et à ce moment-là, évidemment, la France a répondu par une guerre. Et quelle guerre, avec quel crime commis? Rappelons également la conférence de Brazzaville en janvier 1944 avec De Gaulle, où il n'y avait, sous sa présidence, aucun indigène africain présent. Et il a été dit, toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire est rejetée.
Et pourtant, nous devrons exiger l'autonomie qui est indispensable à l'équilibre des forces et à l'évolution humaine. Nous disposons aujourd'hui d'un cadre que nous avions jugé légitime pour beaucoup d'entre nous et qui est devenu légal, en quelque sorte. La région administrative Occitanie fait partie de ce mouvement. Elle apparaît comme un des foyers, un moteur, en tout cas, un des moteurs de la culture occitane contemporaine. Encore faut-il qu'elle ne soit pas une coquille vide, un nouvel exotisme intérieur. Le centralisme n'est pas un gage de démocratie. Jusqu'à quand accepterons-nous d'être une succursale? Après le Paris-Province balsacien, qui continue toujours à la télé du XIXe siècle, semble se profiler le Paris-banlieue de la très grande vitesse, et les villes comme Toulouse, qui encore sont à 3 heures ou 4 heures, peuvent espérer de trouver cette talvère importante, d'où une révolution mentale dont on parlait tout à l'heure. Une culture vivante, elle est vivante parce que quand elle rebondit sur son histoire et réadapte, réinvente ses concepts, soit invente de nouveaux concepts. Un concept, ça donne un contour à nos perceptions du monde actuel, une ossature à notre environnement. Il affirme et confirme notre présence au monde. Nous avons intégré, on en a parlé tout à l'heure, pour la plupart d'entre nous, et ça sera dit tout à l'heure, les concepts de la période dite civilisation des troubadours. Civilisation des troubadours. Fondatrice. Joy, Juvent, Finamore, Amour d'Élogne, Court-Désir, Gay Sabé, voilà, on connaît tous à peu près. Les avons-nous réadaptés? Quand on en parle en public, est-ce que ça parle aujourd'hui? Exemple de Paradje, qui hante la canso, et symbolisait à l'époque un mode du vivre ensemble. Mais il appartient à une époque médiévale, révolue. Nous ne vivons plus à cette époque. Comment rebondir? C'est l'expérience actuelle autour du concept, dont je ne pensais pas qu'elle puisse acquérir une telle influence, du concept de convivencia diffusé en Pays d'Oc au contact des Castillans et des Catalans, et grâce à l'entremise d'un personnage important de la culture occitane, Charles Camproux, qui a su capter la convivencia dans son joy d'amour à partir de ses amis catalans. Il est inscrit depuis 2015 comme tel, convivencia, dans la politique de la ville de Toulouse, axe 5, et nous travaillons à le concrétiser. Au bout de 20 ans de terrain, nous lui avons donné une définition qui correspond à nos aspirations. En 2012, lors des attentats et les crimes qui ont été faits à Montauban et Toulouse. C'est une date importante parce que nous avons déployé à ce moment-là sur la place du Capitole convivencia. Qu'est-ce que c'est convivencia et pourquoi c'est une notion philosophique, mais pas uniquement, elle est profondément politique et elle est concrétisable. Un biais de vivre a massa. Un biais, ça s'apprend, un art. De vivre a massa. Vivre ensemble, c'est une tarte à la crème. Depuis Adam et Ève, on vit normalement ensemble. Il faut savoir comment, dans quelles conditions. Est-ce qu'on est obligé de vivre ensemble? Toutes ces questions font qu'il faut rajouter « Dino respiez de l'alteritat ». Dans le respect de l'altérité, bon, l'autre existe, on peut le respecter, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et que callio agazza l'alteritat al dintre de se. L'étrangeté en soi, nous sommes étrangers à nous-mêmes, parce que c'est à partir de ce travail de réflexion personnel que nous pourrons établir des passerelles avec l'autre et que l'autre ne restera pas toujours autre, mais que nous avons quelque chose en commun. Et l'autre aussi fait ce même travail. Et on s'est aperçu là que ce n'était pas suffisant, et qu'on peut admettre l'autre dans son altérité, mais inférieure comme à la période coloniale. Et donc il fallait rajouter en toute égalité, et égalité est sur nos frontons républicains. C'est la trinité républicaine qu'on a appris, liberté, égalité, fraternité. Bon, c'est une époque, c'est une date, c'est intéressant, mais les mots changent, la société change, les mots changent de sens. Et donc on a rajouté pluralité, qui est important, qui indique une forme d'égalité, et contrairement à la diversité, et également dignité. Dignité qui est dans les statuts européens et qui est très important, évidemment, aujourd'hui. Alors, comment sortir notre histoire de l'anecdote dans laquelle elle a été enfermée et la rendre opérante? Je vous donne 2 exemples rapides. La Novia del Moro, qui intéresse Narbonne, notamment. Narbonne, Livia et Toulouse. C'est quoi? Qui a été lancé à la mairie de La Réole avec le club UNESCO de l'époque en 2015 et avec les écoles d'espagnol, d'arabe et d'occitan de La Réole, qui aujourd'hui devient quelque chose pour la mairie de Toulouse relativement important, une base de lancement. La Novia del Moro, la fiancée du mort,
C'est au 8e siècle, on remonte loin. Le 8e siècle, Narbonne est conquise par les troupes arabo-berbères en 719, à peu près cette date-là. La grande ville, évidemment, qui a été capitale du royaume wisigoth, qui est légitimement conquistable par les troupes arabo-berbères, c'est Toulouse, première capitale du royaume wisigoth, et donc il se dirige vers Toulouse, porte de l'Aquitaine. Et c'est là qu'il y a la première bataille perdue par les troupes arabo-berbères en Occident. C'est la fameuse bataille de Toulouse, 721, qu'on n'a pas apprise. Maintenant, enfin, dans certains journaux nationaux, on la voit, après ce travail que l'on fait depuis 20 ans. Oui, cette bataille de Toulouse signifie l'arrêt définitif de l'expansion territoriale des troupes arabo-berbères au nord des Pyrénées. Alors bien sûr, on a appris une autre date, etc., mais elle est vraiment plus anecdotique. Elle n'existe pas dans le livre arabe ni latin. Elle a été construite 75 ans après, et en même temps, ce n'est simplement que l'arrêt d'une simple razzia. Des razzias, vous en avez eu à Narbonne jusqu'au XIIe siècle. Hein, donc, ça n'est une. Mais vous savez que l'histoire s'écrit au profit des puissants. Ce qui s'est passé à Toulouse à ce moment-là est important. Le duc d'Aquitaine, Hewdun en occitan, a finalement, comme il a peur des Francs qui sont au nord de l'Europe, et que le gouverneur Mounoussa, le gouverneur berbère de Narbonne, Livia, a peur de l'émir de Cordoue, qui craint qu'un émirat indépendant se crée au nord des Pyrénées. Donc, quand ces deux personnages qui se sont combattus, en fait, ont des intérêts communs, donc ils créent un pacte d'assistance mutuelle. Ça a été un scandale à l'époque, mais ce qui a été le scandale le plus grand, c'est que le duc Eudes d'Aquitaine, qui avait une fille, une princesse d'Aquitaine très belle, mais toutes les princesses sont pulidos, tutos, bon, aquello encaro mai que las autros. Donc, il lui a donné un mariage à Mounoussa. Cette histoire, pourquoi elle peut nous intéresser aujourd'hui? Eh bien parce que dans les quartiers où, notamment, il y a perte de culture, et que, normalement, cette histoire, elle est aussi bien l'histoire des Arabes, des Berbères et des Occitans et des Juifs de l'époque. Et qu'on va certainement, en 2018, faire sur la place du Capitole ou à côté, on va reproduire ce mariage avec des géants, normalement c'est ce qui est prévu, et on va convoquer, justement, faire un travail avec les quartiers. Deuxième exemple, qui est d'hier soir, à Pensaguel. Qu'est-ce que c'est pour passer à Pensaguel? Mainage, de la femme. Qu'est-ce qu'il y a à Pensaguel? À Pensaguel, il y a un château Berthier du XVIIIe, magnifique, qui a gardé 2 tours du XVe siècle, dont une qui s'appelle la tour del Muro, la tour du mort. Voilà. À partir de ça, qu'est-ce que c'est l'histoire? Au début du XVe siècle, un Anselme Isalguier de la grande famille aristocratique toulousaine est parti, dit la légende, histoire, on ne sait pas trop, à Gao. Vous savez, Gao, Tombouctou, la région de Tombouctou. Début XVe siècle. Et il a épousé, disent les histoires, la fille du sultan, donc une africaine, Salou Kazaïs. Et il revient à Toulouse au bout d'un moment avec cette troupe, etc. Et donc la tour du mort est celle d'un de leurs fils. La mairie de Pensaguel, elle tient quelque chose d'assez important. Pourquoi? Parce que, quelle est la véracité de cette histoire? Mais qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui dans les flux, cette histoire des flux? Hein? Pourquoi on va à Gao au XVe siècle? Eh bien, on apprend que c'est un empire, il y a un empire, et qu'il y a une route de l'or, et que cette route de l'or qui passe par Tlemcen, où les Catalans ont des comptoirs, arrive jusqu'à cette route de l'or à Palma de Majorque et à Barcelone. Et que là, les Toulousains, évidemment, les Toulousains au sens large, sont présents, bien sûr, à Barcelone. Et que pour un jeune homme de l'époque, aller là-bas, c'est extraordinaire, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a vu l'association malienne et des Maliens de Toulouse, qui évidemment, tout d'un coup, sautent au plafond, parce qu'on vient les voir, et on leur dit, mais c'est votre histoire. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on connaît, nous, du Mali? Et c'est dans ce travail de terrain qui se fait depuis un temps, donc depuis 30 ans maintenant, et grâce au travail aussi de certaines personnes qui, au niveau musical, on en a parlé tout à l'heure, hein, par rapport au Cirdo, etc., ont fait un travail remarquable, dont Gérard Zouquet qui est là, que j'ai suivi, et qui a fait ce travail par rapport à cette mémoire de troubadours sur lesquels on peut aujourd'hui rebondir, comme le travail qui a été fait en Provence avec Carlotti, ou Montanaro, ou en Aquitaine avec Tréfontane, etc., etc. C'est là qu'est apparu un autre concept qu'on a lancé il y a 10 ans. Le tempo passa. Nous,
l'an 2000, les Orients d'Occitanie. Je ne pensais pas que j'arriverais à autant de demandes par la suite. Qu'est-ce que c'est les Orients d'Occitanie? C'est qu'est-ce qu'il y a comme rapport direct dans l'histoire entre nos pays ici et les divers Orients. Et ce qui est nouveau, ce qu'on a apporté de nouveau, dans le monde même, chaque fois que je vais à l'étranger, etc., on dit c'est les Orients au pluriel. Retenez ça, les Occidents au pluriel. Parce que sinon, si on met Occident, Orient au singulier, d'abord ça n'existe pas. Quel est cet Orient, cet Occident dont on parle? Vous parlez des Lapons ou vous parlez des Portugais? Quand vous parlez des Orients, vous parlez de qui? Des Japonais ou vous parlez des Arméniens ou des Coptes? De qui? Donc c'est pluriel. Et dans ce pluriel, nous existons. Et on évite justement les conflits de ce conflit terrible Orient-Occident qui ne rime à rien dans le fond, qui est une construction mentale dangereuse. Voilà. Donc, dans les interventions publiques, bien sûr, une des dernières que j'ai faites, c'est en Iran. J'y pensais pas à ces choses-là, etc. Et donc, j'ai décidé devant 300 étudiants de montrer des cartes. Les cartes, c'est très important, les cartes. Hein, et des itinéraires, les flux, depuis Toulouse jusqu'en Iran, au Khorasan. On avait déjà travaillé à Toulouse là-dessus. Et j'ai décidé de faire la conférence en occitan. Je leur ai dit, voilà, je veux la faire dans la langue historique de Toulouse. Bien sûr, c'était relayé en persan et en anglais, puis c'est un colloque international. Et là, ça a déclenché des tas de choses. Parce que d'une part, les gens, ils pensent que France égale français, comme nous, Italiens, Italie égale italien, espagnol, Espagne égale... Voilà. Donc on sort un petit peu de tout ça. Autre concept efficient, nous n'avons pas encore mesuré, pris la mesure, on a commencé un petit peu, mais bon, c'est Talver de Jean Boudou. Vous savez, la fameuse formule énigmatique, et sur la Talver, qu'est-ce que la libertat? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est? Mais ce concept a déjà une histoire depuis 20 ans. On ne la connaît pas suffisamment. Il y a des gens qui écrivent dessus. Il s'agit d'une marge qui est à la fois mentale, le recul nécessaire à l'exercice de la pensée, et géographique. Mais une marge, et c'est ce que voulait dire Boudou, qui n'est pas marginalisée. Une talver, ça se talvère. Il y a un verbe talvera, un verbe actif. Ce n'est pas une marge comme qui est créative, positive, autonome. Et vous savez que la plupart des grandes idées dans le monde viennent des talvers, viennent des marges. Hein. Et c'est un chantier ouvert, évidemment. Là, on peut se déployer la convivencia, justement. C'est un chantier ouvert à tout. Cette seigneurie bleue dont parlait Jean Jaurès dans ses articles, en hommage au grand poète portugais Camões, c'est une forme, de révolution mentale que nous sommes conviés. Nous qui jusqu'ici sommes complaisamment accusés d'être inconsistants, inconséquents, incompétents, soyons à la fois imaginatifs et pragmatiques. Et je vais citer quelqu'un qui est dans une actualité proche. Ne pensez plus pour nous, a répondu en 2008 Jacques Nitej, qui était membre du Parti travailliste calédonien, à Michel Rocard. Ne pensez plus pour nous, laissez-nous venir à notre façon dans l'histoire du monde. Des seigues à suivre. Quand j'étais petit, dans la ferme, on me disait toujours le dimecres caliana al mercat, des pays laurences. Et on disait, tente fier, Pichou, que la cavallo va truta. Eh bien, tenez-vous fiers, que la cavallo est atruta. Que la dynamique est en marche. Voilà ce que je voulais vous dire. Mille merci de tout accord. Il y a tellement à dire que bon.